Il existe une réalité profondément humaine derrière les comportements de ceux qui s'éloignent sans explication, qui disparaissent au moment où la relation demande de la présence, puis réapparaissent plus tard comme si le temps n'avait laissé aucune trace. Et comprendre ce mouvement demande d'observer au-delà des apparences, car ce retour tardif ne dit pas seulement quelque chose sur la relation elle-même, mais surtout sur la manière dont certaines personnes vivent leurs propres émotions, leurs propres contradictions internes et leur difficulté à maintenir une continuité affective stable dans le temps. Et ce qui semble être de l'indifférence au départ peut parfois être une incapacité à gérer la proximité, une peur de l'engagement émotionnel réel, ou encore une tendance à fuir lorsque les choses deviennent trop authentiques, trop concrètes, trop exigeantes sur le plan de la constance. Et dans ce processus, celui ou celle qui reste en attente se retrouve souvent face à un vide difficile à interpréter, cherchant des réponses dans des silences qui ne disent rien, dans des absences qui laissent place à l'imagination, et lorsque le retour se produit, il peut créer une illusion puissante, celle d'un lien qui se réactive, d'une importance retrouvée, d'une valeur soudainement reconnue, alors qu'en réalité ce retour est souvent motivé par des raisons bien plus complexes et parfois moins romantiques qu'on ne l'imagine, comme la solitude, l'ennui, un besoin temporaire de réconfort, ou simplement le fait de revenir vers ce qui est familier lorsque le monde extérieur devient trop instable, trop exigeant ou trop vide sur le plan émotionnel. Et cette dynamique crée un cycle invisible mais puissant où l'absence et la présence alternent sans véritable construction solide, laissant l'autre dans une forme d'attente émotionnelle qui peut devenir épuisante, car l'esprit humain cherche naturellement à donner du sens aux comportements contradictoires, à transformer les retours en preuves, à interpréter les absences comme des phases transitoires, alors qu'elles peuvent être simplement le reflet d'un manque de cohérence intérieure chez l'autre. Et dans ce contexte, il devient facile de confondre le retour avec la réparation, de croire que revenir signifie comprendre, que réapparaître signifie évoluer, que renouer le contact signifie vouloir construire quelque chose de stable, alors que dans bien des cas, il ne s'agit que d'un mouvement circulaire où les mêmes schémas se répètent sans transformation réelle, et cette répétition crée une forme d'attachement particulier, presque paradoxal, où la rareté de la présence augmente la valeur perçue de celle-ci, où les silences rendent les moments de retour plus intenses qu'ils ne devraient l'être, et où l'émotion prend parfois le dessus sur la lucidité, faisant oublier que la constance est souvent plus significative que l'intensité ponctuelle. Et dans cette tension entre ce qui est vécu et ce qui est espéré, se construit une zone fragile où l'on peut commencer à douter de soi, à remettre en question sa propre valeur, à se demander si l'absence était méritée ou si le retour est une forme de reconnaissance tardive, alors qu'en réalité ces mouvements appartiennent davantage à l'autre qu'à soi, car ils reflètent des difficultés internes à maintenir un lien stable plutôt qu'une évaluation de la valeur de la personne laissée derrière, et cette prise de conscience peut être subtile, lente, parfois douloureuse, car elle demande de dissocier l'émotion de l'interprétation, de séparer ce que l'on ressent de ce que cela signifie réellement. Et dans cette séparation, une clarté nouvelle peut émerger, une compréhension plus mature des dynamiques humaines, où tout retour n'est pas nécessairement une avancée, où toute réapparition n'est pas une preuve de transformation, où toute proximité retrouvée ne garantit pas une continuité durable, et il devient alors possible de voir que certains liens fonctionnent par cycle, plutôt que par ligne droite, par rupture et retour plutôt que par progression continue, et que cette cyclicité peut donner l'illusion d'un lien fort alors qu'elle masque souvent une instabilité profonde, et dans cette instabilité, celui qui attend peut finir par vivre davantage dans la projection que dans la réalité, dans l'espoir du prochain moment agréable, plutôt que dans la qualité réelle de la relation.
Et cela crée une forme d'attachement suspendu où l'on reste connecté à une possibilité plutôt qu'à une présence concrète. Et plus le temps passe, plus cette attente peut devenir une habitude émotionnelle, une manière d'exister dans la relation même en son absence, comme si l'absence elle-même devenait une partie intégrante du lien, et lorsque le retour se produit à nouveau, il ne fait que renforcer ce cycle déjà en place, sans nécessairement le transformer, et dans ce mouvement répétitif, une question silencieuse finit par émerger sur la nature réelle de ce qui est vécu, sur la différence entre ce qui est espéré et ce qui est effectivement présent, sur la manière dont certaines présences intermittentes peuvent occuper plus d'espace mental que des présences constantes mais stables, et cette réflexion ouvre une perception différente où le retour n'est plus automatiquement associé à une valeur ou à une promesse, mais à un simple événement dans un cycle émotionnel plus large, un mouvement parmi d'autres, une oscillation parmi des fluctuations internes qui ne dépendent pas entièrement de la relation elle-même, et dans cette vision plus large, la stabilité devient un repère silencieux, presque invisible mais profondément significatif, car elle ne se manifeste pas dans l'intensité des retours, mais dans la continuité discrète de la présence, dans la cohérence des actes au fil du temps, dans la simplicité d'un lien qui ne disparaît pas pour réapparaître, mais qui demeure, même dans les moments ordinaires, même dans les silences naturels de la vie, même dans l'absence de tension ou de manque, et cette compréhension modifie progressivement la manière dont les retours sont perçus, non plus comme des événements extraordinaires, mais comme des éléments à observer avec distance et lucidité, sans leur attribuer plus de poids qu'ils n'en portent réellement, et dans cette distance, une forme de liberté intérieure commence à se construire, où l'on n'est plus entièrement défini par les allers-retours de l'autre, où l'on ne dépend plus de la réapparition pour se sentir exister dans le lien, où l'on commence à percevoir que la continuité intérieure est plus stable que les fluctuations extérieures, et que la valeur personnelle ne se mesure pas à la fréquence des retours, mais à la capacité à reconnaître ce qui est réellement constant, réellement présent, réellement construit dans le temps sans interruption majeure. Et dans cette perception, quelque chose change profondément dans la manière d'habiter les relations, dans la manière de recevoir les absences, dans la manière de comprendre les présences soudaines, et progressivement, le regard se déplace de l'attente vers l'observation, de la dépendance vers la lucidité, de l'interprétation émotionnelle vers une lecture plus calme des comportements humains, où chaque mouvement est vu pour ce qu'il est sans être amplifié par le désir ou par le manque. Et dans cet espace intérieur, les retours perdent leur pouvoir déstabilisation pour devenir simplement des moments parmi d'autres dans le flux complexe des relations humaines, sans qu'ils ne définissent à eux seuls la valeur ou la direction de ce qui est vécu, laissant place à une compréhension plus vaste de ce que signifie réellement être en lien avec quelqu'un dans la durée, dans la constance, dans la clarté silencieuse des présences continues. Il existe un phénomène émotionnel subtil mais profondément marquant chez ceux qui reviennent après avoir ignoré, un phénomène qui ne peut pas être compris uniquement avec la logique immédiate, car il touche à la manière dont certains individus gèrent la proximité humaine, la distance affective et la responsabilité émotionnelle dans leurs relations, et ce retour tardif, souvent inattendu, donne l'impression d'un second souffle dans un lien qui semblait éteint, mais cette impression cache une réalité bien plus nuancée, car revenir ne signifie pas forcément avoir compris, et réapparaître ne veut pas toujours dire avoir changé, et dans bien des cas, ce mouvement est moins une évolution qu'une oscillation naturelle entre besoin de lien et peur de l'engagement, entre désir de présence et incapacité à maintenir une continuité stable, ce qui crée une dynamique particulière, où l'autre devient une sorte de point de repos émotionnel temporaire plutôt qu'un véritable choix de construction durable,
Et celui qui reçoit ce retour se retrouve souvent pris dans une vague d'interprétation, essayant de donner un sens à ce geste, cherchant dans ce retour une preuve de valeur, une reconnaissance tardive ou une réparation implicite de l'absence passée, alors qu'en réalité, ce retour est souvent davantage lié à un état intérieur du revenant qu'à une transformation profonde du lien lui-même, car les êtres humains sont parfois guidés par des cycles émotionnels internes qui les ramènent vers ce qui leur est familier lorsqu'ils traversent des périodes de vide, de solitude ou d'instabilité personnelle. Et dans ces moments, la relation devient moins un choix conscient qu'un refuge émotionnel accessible, une zone connue dans laquelle ils savent qu'ils peuvent retrouver une forme de confort sans nécessairement s'engager dans les responsabilités que cela implique. Et cette nuance est essentielle car elle explique pourquoi certains liens semblent avancer, puis reculer sans jamais réellement se stabiliser, comme s'ils étaient pris dans un mouvement circulaire où la distance et la proximité alternent sans produire de transformation réelle. Et dans ce cycle, la perception de celui qui attend devient progressivement altérée par l'intensité des retours, car le retour agit comme une lumière après une période d'ombre, donnant l'impression d'une réhabilitation émotionnelle, d'une validation implicite, alors que ce contraste est surtout le résultat de la privation précédente, ce qui rend chaque réapparition plus puissante qu'elle ne le serait dans un contexte stable. Et cette intensité émotionnelle peut parfois masquer la réalité du schéma répétitif, où l'absence revient toujours après le retour, créant une forme de prévisibilité silencieuse mais difficile à accepter, car l'esprit humain préfère souvent croire à une évolution plutôt qu'à une répétition. Et dans cette tension entre espoir et expérience, un attachement particulier peut se développer, un attachement nourri non pas par la constance, mais par l'intermittence, où la rareté du lien renforce paradoxalement son emprise, et où chaque retour devient un événement émotionnel majeur, presque symbolique, comme si quelque chose de fondamental venait d'être restauré, alors qu'en réalité, la structure sous-jacente du lien n'a pas changé, et cette confusion peut amener à surestimer la signification des gestes, à lire dans la réapparition une profondeur qui n'est pas toujours présente, car la véritable profondeur d'un lien ne se mesure pas à sa capacité à revenir, mais à sa capacité à ne pas disparaître, et dans cette distinction se trouve une clé essentielle pour comprendre ces dynamiques humaines complexes, où la stabilité silencieuse est souvent plus significative que les retours spectaculaires, et où la continuité vaut davantage que les réapparitions émotionnelles, car ce qui est constant ne demande pas d'être interprété, il existe simplement sans oscillation, sans surprise, sans nécessité de réévaluation permanente, tandis que ce qui disparaît puis revient oblige constamment à redéfinir le sens du lien, à reconstruire des attentes, à réajuster les perceptions, ce qui peut devenir épuisant sur le plan émotionnel. Et dans cette répétition, une forme de déséquilibre peut s'installer où l'on finit par vivre davantage dans l'attente du prochain retour que dans la réalité du lien lui-même, comme si la relation devenait un espace d'anticipation plutôt qu'un espace de présence réelle, et ce glissement est souvent imperceptible au début, car le retour apporte une charge émotionnelle positive qui efface temporairement la douleur de l'absence, mais avec le temps, ce cycle peut créer une fatigue intérieure, une forme de lucidité progressive où l'on commence à percevoir que l'intensité n'est pas toujours synonyme de solidité, et que ce qui touche profondément n'est pas forcément ce qui dure. Et dans cette prise de conscience, le retour de l'autre perd progressivement son statut d'événement exceptionnel pour devenir un simple élément d'un schéma plus large, une variation dans un mouvement déjà connu, et cette vision plus claire permet de comprendre que les comportements humains ne sont pas toujours linéaires, qu'ils peuvent être fragmentés, contradictoires, influencés par des états internes changeants, et que ce n'est pas nécessairement une question de valeur personnelle, mais plutôt une expression des limites émotionnelles de chacun,
où certains savent rester constants, tandis que d'autres fonctionnent par cycle, par besoin intermittent, par rapprochement et éloignement successifs. Et dans cette compréhension plus large, le retour cesse d'être une promesse implicite pour devenir un simple fait à observer, sans projection excessive, sans interprétation amplifiée, laissant ainsi émerger une forme de distance intérieure qui permet de ne plus être entièrement absorbé par ces mouvements, mais de les voir pour ce qu'ils sont dans leur nature fluctuante et parfois imprévisible. Il existe une vérité émotionnelle souvent difficile à accepter lorsqu'on observe ceux qui disparaissent sans explication, puis reviennent comme si rien ne s'était passé, une vérité qui ne se trouve pas dans les mots qu'ils prononcent au moment de leur retour, mais dans la structure même de leur comportement, dans la répétition des schémas, dans la manière dont ils alternent entre présence et absence, sans construire de continuité stable, et ce mouvement crée une empreinte particulière chez celui qui reste, car l'esprit humain cherche naturellement à donner du sens à ce qui est incohérent, à relier les fragments, à transformer les retours en signaux positifs, même lorsque la logique du vécu raconte une autre histoire. Et dans ce décalage entre ce que l'on ressent et ce que l'on observe réellement, se forme une zone intérieure fragile où les émotions prennent souvent le dessus sur la lucidité, rendant chaque réapparition plus significative qu'elle ne devrait l'être, comme si le simple fait de revenir annulait le poids de l'absence, alors qu'en réalité, le temps perdu, le silence prolongé et l'indifférence passée restent inscrits dans la mémoire émotionnelle, même lorsqu'ils sont temporairement recouverts par l'intensité du retour. Et cette intensité agit comme un puissant mécanisme psychologique, car la rareté de la présence amplifie sa valeur perçue, transformant des gestes ordinaires en événements marquants, des mots simples en preuve apparente de changement, et c'est précisément dans cette amplification que réside le piège émotionnel, car elle peut donner l'illusion d'une transformation profonde, là où il n'y a parfois qu'un retour à un état de besoin personnel, une recherche de familiarité ou une réponse à un vide intérieur temporaire. Dans cette dynamique, celui qui reçoit le retour peut se retrouver enfermé dans une attente cyclique, où chaque absence prépare le prochain retour, et chaque retour efface momentanément la douleur de l'absence, créant ainsi une boucle émotionnelle difficile à briser, car elle mélange espoir et expérience, désir et réalité, mémoire et projection, et plus ce cycle se répète, plus il devient difficile de distinguer ce qui est réellement construit de ce qui est simplement ressenti dans l'instant, car la mémoire émotionnelle tend à privilégier les moments forts, les retours inattendus, les instants de connexion retrouvés, au détriment de la continuité silencieuse qui, elle, ne produit pas de pic émotionnel, mais constitue pourtant le socle de toute relation stable. Et dans cette tension entre intensité et constance, beaucoup finissent par accorder plus de poids aux réapparitions qu'aux absences répétées, comme si le retour était une preuve suffisante pour réécrire le passé, alors qu'il ne fait souvent que suspendre temporairement la réalité du schéma global. Et ce phénomène peut progressivement transformer la perception de soi, car être ignoré puis redécouvert peut créer une oscillation intérieure où la valeur personnelle semble dépendre du moment où l'autre choisit d'être présent, alors qu'en réalité, cette valeur ne fluctue pas avec les comports d'autrui, mais reste indépendante de ces mouvements instables. Et pourtant, sur le plan émotionnel, cette distinction est difficile à maintenir, car l'attente, le silence et la réapparition créent une forme de narration interne où chaque retour devient une sorte de validation implicite, une réponse silencieuse à une question non formulée, et cette narration peut devenir si forte qu'elle finit par structurer la perception du lien lui-même, donnant l'impression que quelque chose est en train de se reconstruire alors que les fondations restent inchangées. Et dans cette illusion de reconstruction, le cycle peut continuer indéfiniment, avec des variations de distance et de proximité,
qui entretiennent l'attachement sans jamais offrir de stabilité réelle. Et au fil du temps, une forme de fatigue émotionnelle peut émerger, non pas immédiatement, mais progressivement, lorsque les répétitions deviennent prévisibles malgré leur apparente spontanéité, et que l'esprit commence à reconnaître les motifs derrière les variations, réalisant que le retour n'est pas toujours une transformation, mais souvent une simple réapparition dans un schéma déjà connu. Et cette prise de conscience change profondément la manière dont ces événements sont perçus, car ils perdent leur caractère exceptionnel pour devenir des éléments d'un cycle plus large, où la constance devient un repère silencieux mais essentiel, et où la véritable signification d'un lien ne réside plus dans ces moments de forte intensité, mais dans sa capacité à exister sans interruption, sans confusion, sans nécessité de réinterprétation permanente. Et dans cette compréhension, une distance intérieure peut progressivement s'installer, permettant de voir ces dynamiques avec plus de clarté, sans se laisser absorber par leur intensité temporaire, et en reconnaissant que ce qui revient n'est pas toujours ce qui est construit, et que ce qui disparaît puis réapparaît n'est pas nécessairement ce qui est solide, mais simplement ce qui suit son propre rythme émotionnel instable. Il existe une dynamique émotionnelle particulière chez ceux qui reviennent après avoir ignoré, une dynamique qui ne se comprend pas uniquement à travers des intentions conscientes, mais à travers des mécanismes internes plus profonds, souvent liés à la manière dont certains individus vivent la proximité, la distance et la gestion de leurs propres émotions fluctuantes, et ce retour soudain après une période de silence ou d'indifférence peut donner une impression de renouveau, comme si quelque chose recommençait, comme si une porte longtemps fermée s'ouvrait à nouveau, mais cette sensation est souvent trompeuse, car elle ne reflète pas nécessairement une transformation réelle. Elle reflète parfois simplement un mouvement intérieur passager, une variation d'humeur, un manque temporaire ou une réactivation d'un besoin émotionnel qui n'a rien de stable ni de structuré. Et dans cette alternance entre absence et réapparition, celui qui a été ignoré se retrouve souvent dans une position psychologique complexe. Car le silence initial crée une forme de vide interprétatif, un espace où l'esprit tente de combler l'incompréhension par des significations, et le retour vient soudain remplir ce vide avec une intensité émotionnelle forte, donnant l'impression que quelque chose est réparé, alors qu'en réalité, ce qui est réparé n'est souvent que la sensation immédiate de manque, et non la structure du lien elle-même. Et cette distinction est essentielle, car elle explique pourquoi certains cycles relationnels semblent se répéter sans évolution réelle, avec des phases de rapprochement suivies de phases de retrait, comme si la relation respirait par à-coups sans jamais trouver un rythme stable. Et dans ce mouvement irrégulier, l'esprit humain peut facilement être entraîné dans une logique d'attente, où chaque retour devient un événement marquant, presque chargé de sens, presque porteur d'une promesse implicite, alors qu'il peut simplement s'agir d'un retour à une zone de confort émotionnel. Une réapparition dans un espace familier qui ne demande pas de continuité, mais seulement une disponibilité momentanée, et cette nuance transforme profondément la manière dont ces comportements doivent être perçus, car il ne parle pas uniquement de la relation, il parle aussi des limites internes de la personne qui y revient, de sa capacité ou de son incapacité à maintenir une cohérence affective dans le temps. Et dans cette perspective, le retour n'est plus un événement extraordinaire, mais une expression d'instabilité, une oscillation entre deux états émotionnels, et celui qui reçoit ce retour peut se retrouver piégé dans une lecture symbolique excessive, où chaque message, chaque présence retrouvée, chaque signe de réapparition est interprété comme une preuve de valeur personnelle ou comme une étape vers une reconstruction, alors que dans bien des cas, il ne s'agit que d'un mouvement répétitif sans intention de continuité durable,
Et cette confusion peut créer une forme d'attachement particulier où l'intensité du contraste entre absence et retour renforce paradoxalement le lien émotionnel, car l'absence amplifie le désir de présence et la présence amplifie la mémoire de l'absence, créant ainsi un cycle émotionnel auto-renforcé, difficile à briser, car il mélange attente et soulagement, manque et satisfaction temporaire, et plus ce cycle se répète, plus il devient difficile de distinguer ce qui relève d'un lien solide de ce qui relève d'une réaction émotionnelle conditionnée par l'alternance des états. Et dans cette répétition, la perception de soi peut également être affectée, car la valeur ressentie semble fluctuer avec la présence ou l'absence de l'autre, alors qu'en réalité, cette valeur reste indépendante de ces mouvements externes. Mais l'expérience émotionnelle peut donner l'illusion contraire, surtout lorsque les retours sont vécus comme des moments de validation implicite, comme si le simple fait de revenir suffisait à réécrire l'histoire du silence précédent, et pourtant le silence demeure, le vide demeure, et le retour ne fait que coexister avec ce qui a été vécu sans l'effacer. Et dans cette coexistence, une tension invisible s'installe entre ce qui est espéré et ce qui est réel, entre ce qui est projeté et ce qui est effectivement présent. Et cette tension peut maintenir un lien dans une forme d'instabilité permanente où rien ne se stabilise complètement, où tout reste en mouvement, en oscillation, en recomposition constante. Et dans cette instabilité, la compréhension progressive des schémas permet de percevoir que la continuité émotionnelle ne se mesure pas à la fréquence des retours, mais à la capacité d'un lien à ne pas dépendre de ses ruptures pour exister, à rester cohérent même dans les moments ordinaires, même dans les silences naturels, même dans les périodes sans intensité particulière, et cette vision transforme lentement la perception des retours, qui ne sont plus des preuves ni des promesses, mais des événements isolés dans un flux relationnel plus large, des mouvements parmi d'autres, sans pouvoir absolu sur la réalité du lien ni sur sa solidité réelle. Il existe une compréhension plus profonde qui émerge avec le temps lorsqu'on observe ceux qui reviennent après avoir ignoré, une compréhension qui ne se limite pas à la réaction émotionnelle immédiate, mais qui s'inscrit dans une lecture plus large des comportements humains, où les gestes ne sont pas toujours alignés avec des intentions claires et stables, et où les retours peuvent parfois être moins une preuve de transformation qu'un simple reflet de fluctuation interne, car beaucoup de relations ne suivent pas une progression linéaire, mais un mouvement irrégulier, fait d'élan, de retrait, de silence et de réapparition, et dans ce mouvement, celui qui attend se retrouve souvent dans une position où le sens du lien devient dépendant de ces variations, comme si chaque retour redéfinissait la réalité de ce qui existe entre deux personnes, alors qu'en réalité, ce retour ne fait souvent que réactiver un fil émotionnel sans en changer la structure profonde. Et cette distinction est essentielle car elle permet de comprendre que la présence intermittente peut parfois créer une illusion de connexion plus forte qu'elle ne l'est réellement, simplement parce que le contraste avec l'absence rend chaque retour plus intense, plus chargé, plus significatif dans l'instant, et l'esprit humain, naturellement sensible aux changements et aux ruptures, a tendance à donner plus de poids à ce qui revient après avoir disparu, comme si la réapparition portait en elle une forme de réparation implicite, alors qu'elle peut aussi être le résultat d'un besoin ponctuel, d'une nostalgie passagère ou d'une recherche de familiarité dans un moment de vide personnel. Et dans cette ambiguïté, la frontière entre attachement réel et réaction émotionnelle devient difficile à percevoir, car les sentiments sont amplifiés par l'alternance entre absence et retour, créant un rythme psychologique particulier où l'attente devient une partie intégrante du lien et où chaque silence prépare inconsciemment la prochaine réapparition, donnant l'impression d'un cycle vivant alors qu'il peut s'agir d'une répétition sans évolution. Et dans ce cycle, la perception de soi peut également être influencée, car être ignoré puis redécouvert
peut provoquer une oscillation intérieure où la valeur personnelle semble liée à la présence ou à l'absence de l'autre, alors que cette valeur reste en réalité indépendante de ces fluctuations extérieures, mais l'expérience émotionnelle peut brouiller cette clarté, surtout lorsque le retour est vécu comme un soulagement, comme une reconnaissance implicite, comme une preuve que le lien existe encore, même si ce lien n'a jamais vraiment disparu dans la perception de celui qui attend. Et pourtant, le retour ne répare pas nécessairement l'absence, il coexiste avec elle, il ne l'efface pas, il ne la transforme pas automatiquement, et dans cette coexistence se crée une tension silencieuse entre mémoire et présent, entre ce qui a été vécu et ce qui est ressenti dans l'instant, et cette tension peut maintenir un lien dans une forme d'instabilité émotionnelle où chaque réapparition relance l'espoir sans garantir la continuité, et où chaque absence réactive le manque sans fermer complètement la porte au retour, créant ainsi une boucle où l'attachement se nourrit autant du vide que de la présence, et plus ce schéma se répète, plus il devient difficile de distinguer ce qui relève d'une véritable construction relationnelle de ce qui relève d'un conditionnement émotionnel basé sur l'intensité des contrastes, car l'esprit humain retient davantage les moments forts que les continuités silencieuses, et cette mémoire sélective peut donner une impression de profondeur là où il y a surtout alternance, et dans cette alternance, le retour finit par occuper une place disproportionnée, comme un événement porteur de sens, alors qu'il est simplement une variation dans un système instable, et cette prise de conscience progressive modifie la perception globale du lien, car elle permet de voir que la stabilité ne se mesure pas à la capacité de revenir, mais à la capacité de ne pas disparaître, que la solidité ne réside pas dans les réapparitions, mais dans la constance invisible du quotidien, et que ce qui semble puissant dans l'instant peut parfois être fragile dans la durée et dans cette lucidité. Le retour cesse d'être une validation pour devenir une information parmi d'autres, un signe à interpréter avec distance, sans excès de projection, sans confusion entre émotion et réalité, laissant ainsi émerger une compréhension plus calme des dynamiques humaines où les liens ne sont plus définis par leurs interruptions mais par la cohérence de leur présence continue. Dans le temps au terme de cette réflexion, il devient essentiel de reconnaître que les comportements de retour après l'indifférence ne doivent pas être interprétés uniquement à travers le prisme émotionnel immédiat, car ils appartiennent à une dynamique humaine plus large, souvent faite d'instabilité intérieure, de contradictions personnelles et de rapports inégaux à la constance affective. Ce que l'on perçoit comme un retour significatif, chargé de sens ou porteur d'une promesse silencieuse, est parfois simplement l'expression d'un moment intérieur chez l'autre, une fluctuation passagère qui n'implique pas nécessairement une évolution profonde ni une volonté durable de transformation. Dans cette perspective, il devient plus clair que la présence intermittente peut créer une illusion de profondeur relationnelle, non pas parce que le lien est solide, mais parce que l'alternance entre absence et retour intensifie les émotions et amplifie la perception de valeur. L'esprit humain, naturellement sensible au contraste, a tendance à accorder davantage d'importance aux réapparitions qu'aux silences qui les précèdent, transformant ainsi chaque retour en événement marquant alors qu'il s'inscrit souvent dans un cycle déjà connu, répétitif et peu évolutif. Cette dynamique peut influencer profondément la perception intérieure de la relation, car elle introduit une forme d'attente émotionnelle où le manque devient un élément structurant du lien lui-même. L'absence ne met pas toujours fin à l'attachement, elle le nourrit parfois de manière invisible, créant une tension permanente entre ce qui est espéré et ce qui est réellement vécu. Dans ce contexte, le retour agit comme une suspension temporaire de l'inconfort, une parenthèse qui redonne de la présence là où il y avait du vide, mais sans nécessairement modifier la structure sous-jacente du comportement relationnel. Ainsi, le lien peut sembler vivant,
intense et significatif, alors qu'il repose en réalité sur une alternance instable plutôt que sur une continuité stable et cohérente. Avec le temps, une forme de lucidité peut émerger, permettant de distinguer plus clairement l'intensité émotionnelle de la solidité réelle. Ce qui touche le plus profondément n'est pas toujours ce qui dure, et ce qui revient avec force après une absence prolongée n'est pas forcément ce qui construit une relation stable. La véritable continuité se manifeste dans la constance discrète, dans la présence régulière, dans l'absence de ruptures répétées qui obligent constamment à réinterpréter le lien. À l'inverse, les relations marquées par des cycles de disparition et de réapparition demandent une réévaluation permanente, créant une fatigue émotionnelle subtile où l'esprit oscille entre espoir et désillusion, entre attachement et questionnement. Dans cette prise de conscience progressive, il devient possible de repositionner la valeur des événements relationnels. Le retour n'est plus perçu comme une validation absolue, ni comme une preuve de transformation, mais comme un élément parmi d'autres dans un ensemble plus vaste de comportements. Il perd son pouvoir de définition sur la relation elle-même pour devenir un simple indicateur d'un mouvement interne chez l'autre. Cette distance de lecture permet également de dissocier la valeur personnelle des fluctuations de présence ou d'absence, en comprenant que ces variations reflètent davantage les limites ou les besoins de l'autre que la réalité de sa propre valeur. Ainsi, la compréhension globale de ces dynamiques amène à une vision plus stable des liens humains où l'accent n'est plus mis sur les retours spectaculaires, mais sur la cohérence silencieuse du quotidien. Ce déplacement du regard permet d'appréhender les relations non plus à travers leur rupture et leur réapparition, mais à travers leur capacité à exister dans la continuité, sans confusion, sans oscillation constante, sans nécessité de reconstruction répétée du sens.